Bon, je suppose que pour tous ceux qui ont suivi un jour une série télé, vous connaissez ce fameux épisode de transition. Là, ça parlera peut-être à un petit peu moins de monde, mais pour tous ceux qui suivent le Tour de France, les petites étapes de plage chiantes comme la pluie, vous les connaissez, ces fameuses étapes de transition. Et bien aujourd'hui, en 2018, Marvel a décidé de faire encore plus fort avec carrément un film de transition. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Ant-Man et la nana qui a mis plus de 10 ans à se barrer de son île dans Lost. Belle performance. Ou plus sérieusement à Ant-Man et la guêpe, un film de Peyton Reed, déjà réalisateur du premier opus d'Ant-Man, avec comme toujours Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, mais s'ajoute au casting aussi cette fois-ci Michelle Pfeiffer, Walton Goggins, Laurence Fishburne. Un gros casting finalement pour un film que j'ai aimé. Un film assez paradoxal finalement, puisque j'en suis ressorti plutôt content, plutôt satisfait, même si je vois les énormes défauts du film qui en font, je trouve en tout cas, un film qui manque cruellement d'enjeux, un film de transition, et un long métrage où au final, si tu n'es pas particulièrement fan de l'univers d'Ant-Man, puisque l'air de rien avec ce film-là, on se rend véritablement compte de l'identité des films Ant-Man. Il y a un côté féerique, il y a un côté vraiment très feel-good dans les films Ant-Man qui était déjà là de toute façon dans le premier du nom, qui là est omniprésent, excepté dans les scènes post-génériques dont je reviendrai après dans la partie spoiler, mais qui, même si on met de côté cette identité qui donnera finalement une âme à la trilogie Ant-Man, reste très light, vraiment très léger, léger dans le sens positif sur le côté feel good, mais aussi très léger sur le scénario, sur les enjeux, sur les antagonistes du film. D'autant plus que c'est très difficile aujourd'hui, cette année, de passer derrière Black Panther et surtout l'excellent Avengers Infinity War. Et ce qui m'a tout de suite parlé dans Ant-Man et la guêpe, c'est ce côté ultra assumé de la place du rêve, la place de la féerie, que ce soit dans le personnage d'Ant-Man, mais aussi en termes de personnages secondaires, que ce soit par exemple pour moi celui qui m'a le plus marqué, Michael Peña. Ce sont tous des grands enfants qui ont tous des rêves, qui ont une place à la magie, à la féerie qui est omniprésente, qui était déjà le cas d'ailleurs dans le premier Ant-Man. C'est cette place à la magie, à la féerie de l'infiniment petit finalement, de quelque chose de petit qui va réussir de grandes choses. Et ça on le voit dès les premières séquences avec Paul Rudd qui justement prend soin de sa fille, qui est assignée à résidence dans le film et qui doit apprendre à vivre avec. Il est à seulement une petite semaine, ça fait 2 ans. Le film prend place de toute façon pratiquement 2 ans après les événements de Captain America Civil War. Il faut absolument avoir vu Captain America pour comprendre un petit peu les références, pour comprendre parfois l'humour du film et pour comprendre les enjeux qui poussent justement Ant-Man à être assigné à résidence. Et on va le voir avec sa fille dans son côté paternel. Il y a vraiment de la féerie. Et c'est plusieurs sortes d'humour différents, c'est ce que j'ai plutôt apprécié. On a l'humour un petit peu décalé et complètement hors sujet que peuvent être Michael Peña qui va parler de choses mais qui n'ont rien à voir justement avec la situation au moment où il peut en parler. C'est le cas aussi avec beaucoup d'autres personnages. On va miser sur l'humour d'acteurs qui d'habitude c'est pas leur registre de prédilection. Je pense à Michael Douglas, je pense à Laurence Fishburne, même Walton Goggins. Encore que lui c'est autre chose, on y reviendra après. Et ça repose exclusivement ou quasiment exclusivement sur le duo Paul Rudd et Evangeline Lilly pour faire finalement de ce film le film qu'il est, encore une fois, un film de transition dans la saga Marvel. Il n'y a aucun impact finalement scénaristique dans ce qui se passe à l'intérieur du film, hormis la scène post-générique, et ça repose sur ce duo-là, encore plus sur Evangeline Lilly, sans pour autant prendre le temps de développer et sans pour autant travailler ses personnages. Et c'est un petit peu le souci, c'est que l'ensemble des protagonistes, que ce soit les nouveaux antagonistes, notamment l'une des protégées de Laurence Fishburne, dont je dirai rien pour éviter les spoils, mais qui fait partie justement des antagonistes principaux, ne sont pas travaillés, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. On a un petit origin story, un petit background, mais qui est bien trop léger pour qu'on puisse s'y assimiler. Mais d'un autre côté, c'est tellement voulu, c'est tellement axé sur le gag, sur parfois de l'humour à l'exaspération, c'est que le spectateur est tellement exaspéré de revoir toujours et encore les mêmes vannes que ça finit par attiser le rire. C'est un humour hors sujet, typique à l'Ant-Man, et c'est là justement où je voulais en venir. Si vous n'aimez pas le personnage de Ant-Man, qui pour moi est un de mes personnages préférés, j'adore son côté anti-héros, totalement outsider, totalement second degré, qui me rappelle un petit peu Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie. Le problème c'est que les Gardiens de la Galaxie, il y avait un fond mais il y avait aussi une forme. Il y avait une forme qui était géniale, il y avait des rapports à métal hurlant, il y avait un côté cosmique évident, il y avait une utilisation de la bande son qui était géniale, qui est présent aussi dans Ant-Man et la guêpe, mais de moindre manière forcément, sinon on aurait peut-être crié au plagiat, et maintenant qu'on l'a vu avec les Gardiens, ça aurait beaucoup moins d'impact sur Ant-Man. La bande son est présente, trop peu, peut-être à certains moments, c'est au début et à la fin du film, mais ça rappelle encore une fois, voilà, cet esprit des Gardiens de la Galaxie, tout basé sur l'humour, le côté fun, sauf que derrière les Gardiens, il y avait un message, il y avait une volonté de faire quelque chose de différent, c'était les premiers à l'avoir fait, d'autant plus. Et puis on était dans un univers qui t'en mettait plein les yeux, puisque t'allais de planète en planète, t'avais Star-Lord, t'avais un casting exceptionnel. Là c'est vrai qu'Ant-Man malheureusement est trop peu limité, puisque ça se juge vraiment sur Ant-Man. Si vous aimez l'univers Ant-Man, si vous aimez son humour, et si vous aimez comme moi Paul Rudd, alors que je suis depuis, il avait fait des apparitions dans Friends, il faisait le copain de Phoebe dans les 2 dernières saisons, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai rencontré, depuis je suis fan de ce mec, j'adore
j'adore son humour, il est très présent dans ce film-là, mais si c'est pas votre cam, je pense que c'est un film qui va vraiment vous laisser ni chaud ni froid. Vous allez aller le voir, vous allez dire d'accord, j'ai vu encore un nouveau Marvel, c'est le 3e dans l'année, à bientôt pour le prochain quoi. J'ai aussi parlé d'Edgar Wright parce que pour moi il y a 2 scènes. Alors il faut savoir qu'Edgar Wright a travaillé, il a pas réalisé à la base, il a travaillé finalement sur Ant-Man et il y a quelques similitudes avec le travail d'Edgar Wright qui était déjà présente dans Ant-Man. Ce qui est marrant et ce qui est encore une fois paradoxal, c'est que dans ce Ant-Man et la Guêpe, on a des similitudes avec le travail d'Edgar Wright parce que c'est devenu un petit peu l'identité du premier. Je pense notamment à 2 scènes, une scène d'interrogatoire où Michael Peña va parler de façon très rapide et va retracer toute l'histoire finalement de ce qui s'est passé entre Ant-Man et la Guêpe justement, un petit peu comme dans une scène de plan avec Simon Pegg et Nick Frost dans Shaun of the Dead, où Edgar Wright avait l'habitude de parler très vite, de faire des plans, de parler en voix off, etc. Que ce soit vraiment très rapide et très dense, avec toujours cet aspect humoristique pour aller sauver la mère de Simon Pegg. Il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 scènes-là, et le truc c'est que dans Ant-Man et la Guêpe, la scène avec Michael Peña qui subit un sérum de vérité, on l'avait déjà plus ou moins dans le premier. C'est devenu finalement la marque de fabrique, l'une des marques de fabrique, c'est bien trop peu présent puisque c'est que sur une seule scène, mais c'est devenu l'une des marques de fabrique de Ant-Man, et ce sera à mon avis présent dans la trilogie, et ce qui est drôle c'est que ça rappelle énormément Edgar Wright ce qu'il était capable de faire sur la trilogie Cornetto, alors que finalement il a à peine travaillé dessus et ensuite il a quitté le projet. L'utilisation de l'infiniment petit finalement est encore plus impressionnante que dans le premier Ant-Man, parce que là on va réduire des voitures, on va réduire des immeubles, on va réduire des gens, on va les agrandir. Il y a énormément de situations qui utilisent bien ce côté très particulier du personnage d'Ant-Man et qui au final réussit à se renouveler et à trouver encore de l'originalité. Ça, j'ai vraiment trouvé ça pertinent. Maintenant, le problème d'Ant-Man et la Guêpe, c'est qu'il n'y a aucun enjeu, il y a pratiquement aucun scénario, c'est-à-dire qu'hormis aller retrouver la mère donc de Evangeline Lilly et essayer de contrecarrer les plans de Walton Goggins, qui encore une fois joue un méchant. J'espère vraiment honnêtement qu'un jour il aura un rôle à sa convenance, parce que quand je vois ce qu'il faisait dans Les 8 salopards, quand je vois ce qu'il faisait dans Django Unchained et même dans Predators, et là putain, entre ça et Tomb Raider, autant ce film-là est totalement assumé et il est encore une fois dans un second degré qui va plutôt bien au personnage, mais il est capable de tellement mieux, Walton Goggins. Enfin, quand tu vois la résolution de l'enquête, tu te dis ouais, c'est mince, et le film est léger, il est vraiment beaucoup trop mince. C'est-à-dire que ça peut arriver dans les Marvel qu'il y ait des méchants qui ont l'habitude de ne pas forcément être ultra charismatiques et qui ne restent pas spécialement dans l'esprit du spectateur, encore que là avec Thanos et Killmonger dans Black Panther cette année, on avait des méchants qui étaient relativement charismatiques. Là, c'est très très faible, le scénario est très très faible, le développement des personnages est très faible, les liens entre les personnages eux-mêmes sont vraiment très faibles aussi, qui font qu'au final t'as un film qui est fun, oui, t'as un film qui ne se prend pas la tête, d'accord, mais t'as pas grand chose derrière. À partir du moment où tu fais une suite, le cahier des charges doit être respecté et il y en a un minimum à avoir. Le truc c'est que là finalement il n'y a pas de cahier des charges puisque tout le film est basé sur la comédie, l'humour, le fun, le feel good, tout est bien qui finit bien, merci, bonsoir. Ça peut marcher si tu aimes le personnage d'Ant-Man, c'est une identité, c'est l'identité du film, c'est la marque de fabrique du film, à mon avis, qui sera la marque de fabrique de la trilogie, beaucoup plus zen, beaucoup plus familiale, avec beaucoup moins d'enjeux. Effectivement, c'est possible aussi pour toucher une autre case de spectateurs, mais en tant que spectateur cinéphile et en tant que spectateur de l'univers Marvel, je peux comprendre effectivement que le film soit peut-être un tantinet trop juste. Vient donc la partie spoiler où je vais parler de la scène post-générique, puisque si le film est feel good, il réussit quand même à nous placer un petit Thanos des familles. Alors la scène post-générique pour moi finalement est une des meilleures scènes du film. C'est un petit peu triste à dire, mais c'est vrai que la scène post-générique pour moi est la plus marquante, parce qu'elle est non seulement bien trouvée, alors moi je m'y attendais pas du tout, peut-être qu'on pouvait s'attendre à l'arrivée de Thanos, je pense dans le film, ça c'est évident, mais à ce moment-là je m'y attendais pas, je l'espérais mais je l'attendais pas. Il est bloqué dans un quantium où il peut pas sortir, tout cet espace d'ailleurs est vraiment trop peu travaillé là aussi, j'aurais aimé en voir beaucoup plus, il y avait beaucoup plus à faire sur l'infiniment petit moléculaire qui a été fait dans Ant-Man 2, surtout que c'est quand même l'un des axes principaux du film pour aller chercher la mère d'Evangeline Lilly, et on s'aperçoit donc que Hank Pym, sa femme et sa fille ont disparu, bousillés par Thanos, donc on revient finalement dans l'axe chronologique, et je trouve ça encore plus pertinent qu'Ant-Man lui ait survécu, qui sera peut-être, si on réussit à aller le chercher, je pense à Captain Marvel par exemple, qui peut peut-être avec Nick Fury, Captain America, beaucoup de gens connaissent Ant-Man, peut-être qu'ils essaieront justement de le sauver ou de le libérer, pour l'avoir comme l'un des fers de lance d'Avengers 4, ça me ferait plaisir, parce qu'encore une fois, j'aime énormément ce personnage. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, qu'est-ce que vous aviez pensé d'Ant-Man et la Guêpe? Un bon petit film, vraiment, un film fun, un film qui se fait plaisir, mais qui est beaucoup trop light, et je parle pas d'un Coca Light.